Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une maman pleure toutes les larmes de son corps pour son fils qui va mourir. Dévastée par la perte de son fils, une mère partage des photos déchirantes sur les réseaux sociaux. Après avoir découvert la cause de son décès, elle lance un cri d'alerte pour avertir les parents. Son témoignage bouleversant a été relayé par CBC News. Cette maman a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Elle a perdu son jeune fils à la fleur de l'âge. Quand elle a découvert les circonstances de son décès, elle était inconsolable. Il a commis une erreur qui lui a coûté la vie. Dévastée par la perte de son enfant Michael, Sherry Kent a immortalisé ses adieux avec son fils de 22 ans, allongé sur un lit d'hôpital. Le jeune homme est mort des suites d'une overdose de fentanyl, indique CBC News, un puissant opioïde mais aussi une drogue mortelle qui touche de nombreuses victimes aux États-Unis et au Canada. La publication de cette femme a été relayée massivement sur les réseaux sociaux. Cette photo avait été prise un jour avant que son fils ne soit débranché de son assistance respiratoire. « Mon fils n'était pas accro, il a commis une erreur qui lui a coûté la vie », a écrit la mère en deuil. Cette maman a dû dire adieu à son fils fauché par une overdose de drogue. Suite à cet événement tragique, la maman souhaite mettre en garde les autres parents de ce véritable fléau qui ravage les jeunes. Sur ses réseaux sociaux, elle explique qu'elle veut faire prendre conscience que cela peut arriver à tout le monde. Partagez ceci avec votre famille et vos amis pour aider à éviter une autre tragédie, invite-t-elle. La mère raconte que Michael avait fait la rencontre d'un homme qui lui avait proposé de l'héroïne, très puissante. Ils se sont tous les deux cachés dans un magasin pour en prendre avant que son fils ne fasse une overdose. Une overdose de fentanyl. Il a laissé mon fils dans les toilettes. Environ 20 minutes plus tard, il a couru chercher les propriétaires du magasin pour qu'ils le retrouvent. Lorsque l'ambulance est arrivée, Michael était déjà en arrêt cardiaque. Les médecins lui ont ensuite annoncé que son fils était mort d'une overdose de fentanyl, un opioïde très puissant. C'est à ce moment-là qu'elle s'est reposée à son chevet et qu'elle lui a dit ces derniers mots : « Je suis toujours fière de toi. Croyez-moi, ces jours ont été les pires de ma vie », a-t-elle confié. Sherry Kent se confie sur sa douleur. Qu'est-ce que le fentanyl ? Utilisé pour soigner les douleurs chez les patients atteints de cancer en soins intensifs, le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine, explique le journal Le Point qui cite l'Agence fédérale de santé américaine. Lorsqu'il est utilisé en dehors d'un but médical, il est prisé pour ses effets euphorisants. Ce toxique a provoqué une crise sanitaire sur tout le continent américain et est potentiellement mortel. Lorsqu'il n'est pas délivré par des ordonnances falsifiées ou détournées, le fentanyl peut se trouver sur le « dark web », comme à Hong Kong ou dans l'ouest de la Chine. Selon des responsables, il peut être payé en crypto-monnaie ou via d'autres plateformes de paiement. Cette drogue est parfois commercialisée sous forme de spray. Un grand industriel a été arrêté pour avoir poussé à prescrire ce dernier, en corrompant les médecins et les cliniques. La mort de Michael est due au fait d'un antidouleur frelaté qui avait été mélangé à du fentanyl, la drogue qui a causé sa mort. Perdre un enfant, une épreuve dévastatrice. Cet événement est la souffrance la plus dure que peut subir un parent. Choc, sidération, colère, marchandage, désespoir sont autant d'émotions qui ponctuent le processus de deuil. Interrogé par nos confrères de psychologie, Christophe Fauré, psychiatre, explique: faire le deuil d'un enfant prend des années. Il s'agit d'apprivoiser quelque chose de monstrueux. Et il n'est pas question d'oublier son enfant, c'est fondamentalement impossible, pour autant le spécialiste parle d'une possible résilience en expliquant qu'il est possible de réinvestir sa vie et d'avoir d'autres projets. Un parent qui subit cette épreuve peut surmonter ce traumatisme en échangeant dans des groupes de parole ou solliciter l'aide d'un médecin ou thérapeute. Un soutien important de l'entourage et un travail sur soi peuvent accélérer le processus de guérison émotionnelle. Pour surmonter cette épreuve, certains parents passent des jours avec le cadavre de leur bébé.
Ils veulent profiter de derniers moments avec lui. Les amis, c'est la fin de l'histoire précédente, passons maintenant à une deuxième histoire presque semblable. Une maman va à la morgue pour dire adieu à son bébé mort, et le trouve vivant. La grossesse est une période chargée en émotions qui peut sembler très éprouvante pour une femme. Attendant impatiemment l'arrivée du bébé, la future mère subit nausées, contractions, fatigue et bouleversements hormonaux. Mais généralement, la naissance du bébé fait oublier tous ces désagréments et laisse place à un sentiment d'euphorie et de plénitude. Malheureusement, Analia Butter, 29 ans, n'a connu qu'un court moment de répit. Après la naissance de son bébé dans un hôpital en Argentine, les médecins ont déclaré le nouveau-né mort. Quelques instants plus tard, elle finit par le retrouver vivant à la morgue. Né sans signe de vie, un bébé a rapidement été déclaré mort avant d'être transporté à la morgue. Après avoir passé plus de 12 heures dans un cercueil fermé, l'enfant a été retrouvé vivant, pour le plus grand soulagement de la mère. Cette histoire émouvante a été publiée par le média argentin Clarín et citée par Europe 1. Un bébé déclaré mort à la naissance. Certaines expériences difficiles marquent une personne à tout jamais. Accoucher d'un bébé mort-né fait partie des pires traumatismes qu'une mère puisse connaître. Analia Butter, une femme âgée de 29 ans, a été admise à l'hôpital pour accoucher d'une petite fille 3 mois avant le terme. Analia et son mari craignaient cet accouchement à risque. Les médecins ont réalisé un accouchement par césarienne pour accueillir le bébé prématuré. Malheureusement, le rythme cardiaque du nouveau-né était anormalement bas et le poids était seulement de 840 grammes. Quelques minutes après la naissance, le bébé a été déclaré mort. La mère, qui était sous sédatif, n'a pas assisté à la scène. En se réveillant, elle a appris la mauvaise nouvelle lorsqu'une infirmière lui a demandé ce qu'elle comptait faire du corps de son bébé. Sous le choc, la mère a demandé à le voir avant de quitter l'hôpital le lendemain. Mais les médecins lui ont expliqué que le corps était dans un cercueil scellé à la morgue. Très insistante, la mère ne pouvait se résigner à sortir de l'hôpital sans voir le visage de son nouveau-né. Les médecins ont alors accepté de la laisser entrer à la morgue. Sa mère le retrouve vivant à la morgue. Accompagnée de Fabien, son mari, Analia est entrée dans la chambre froide pour voir pour la première et dernière fois le visage de son enfant. Émue, elle a commencé à caresser les mains du bébé quand soudainement, elle a senti un soupir et repéré un mouvement. La maman était abasourdie quand son mari lui a confirmé que le bébé bougeait. Immédiatement, les parents ont été saisis par un sentiment de joie intense. Après près de 12 heures enfermée dans un cercueil, la petite fille s'est réveillée. On nous a dit que le bébé était en hypothermie et que cela avait pu avoir un effet sur son rythme cardiaque, a déclaré le père avant d'ajouter « mais il est clair que le protocole à suivre n'a pas été respecté ». Les parents ont fini par appeler leur petite fille Luz Milagro, ce qui signifie en espagnol lumière et miracle. Madame Butter et Monsieur Véron avaient reçu un certificat de décès pour leur fille qui a passé environ 12 heures dans un réfrigérateur de morgue avant d'être découverte vivante. Madame Butter a déclaré que sa grossesse avait été normale jusqu'à ce qu'elle entre soudainement en travail précoce le 3 avril. Elle a déclaré « Au début, les médecins ont dit qu'elle était morte de naissance, puis ont dit qu'elle était décédée peu de temps après sa naissance parce qu'elle était trop petite pour survivre. Je ne sais pas qui est à blâmer et je n'y pense pas en ce moment. La joie de savoir qu'elle est vivante couvre tous les autres sentiments. Je suis chrétien, et je crois que c'était un miracle de Dieu. » La petite Luz reste dans un état stable en soins intensifs, a déclaré un responsable de la santé, tandis que sa mère a déclaré qu'elle devenait plus forte de minute en minute. Pendant ce temps, l'hôpital Perando a suspendu le personnel médical impliqué dans l'accouchement pendant qu'il menait une enquête. Le couple, qui a 4 autres enfants, prévoyait d'appeler leur fille Lucia, mais après l'avoir retrouvée vivante, ils ont opté pour Luz Milagros, qui est un nom espagnol, ceci pour la lumière et les miracles. Le directeur de l'hôpital, José Luis Merino, a déclaré « Pour le moment, nous n'avons aucune explication. Le bébé a été soigné par des obstétriciens, des gynécologues et un néonatologiste. Ils sont tous arrivés à la même conclusion, que cette fille était mort-née.
Il a dit que l'hypothermie peut avoir amené le bébé à entrer dans une sorte d'hibernation, provoquant la disparition complète de ses signes vitaux. Raphaël Sabatinelli, secrétaire à la santé de la province argentine du Chaco, a qualifié l'affaire de honteuse et a promis une enquête approfondie. Il a déclaré « Chaque membre de l'équipe impliquée a une part de responsabilité, il devra donc en répondre ». Née 3 mois avant terme, la petite Luz a été prononcée mort-née. Les médecins ont transporté la petite fille à la morgue, l'ont placée dans le cercueil puis l'ont mise au réfrigérateur. Plus de 10 heures plus tard, Analia et le père du bébé, Fabian Véron, ont finalement obtenu la permission de voir leur fille. Après avoir touché sa petite main, un miracle s'est produit. La petite fille s'est mise à pleurer. « C'est mon imagination, avait déclaré Analia à l'Associated Press. Mais la petite Luz était, en fait, bien vivante. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, avait déclaré Fabian à l'Associated Press. Seulement que Dieu a accompli un miracle. Vers 10 heures du soir, j'ai réagi et j'ai dit que je voulais aller à la morgue pour dire au revoir à ma fille. Analia marchait lentement dans les couloirs de l'hôpital, accompagnée de son mari de l'époque, de son frère et de sa belle-sœur. Ils ont sorti le petit tiroir d'une chambre de réfrigération et l'ont posé sur le comptoir. Personne ne voulait le voir, ils m'ont demandé de ne pas le voir pour ne pas me retrouver avec cette image, mais je voulais dire au revoir, poursuit-il. La boîte en bois blanc était fermée et le père de Luz avait besoin d'un pied de biche pour l'ouvrir. Quand il a réussi à l'ouvrir, il a fait un pas en arrière, tout le monde s'est éloigné. Luz était recouverte d'une toile végétale, je l'ai courue comme au ralenti. J'ai d'abord vu la main miniature et je l'ai attrapée. Plus tard, j'ai vu que son petit corps était violet et que du givre s'était formé dessus. Quand j'ai découvert son visage, il me regardait. Ses yeux brillaient et il criait, une sorte de cri de chaton. Analia a pensé qu'elle avait une hallucination à cause du choc, elle l'a relâché et a fait un pas en arrière. Personne à la morgue n'avait vu ce qu'elle venait de voir. Je pensais que j'étais devenu fou. Je me suis approché à nouveau et Luz s'étirait. J'ai commencé à crier à la dame de la morgue pourquoi elle bouge, pourquoi elle bouge. Et quand tout le monde s'est approché, Luz s'est mise à pleurer. Je suis tombée à genoux sur le sol, comme épuisée, je n'y croyais pas. Son frère, le seul à pouvoir réagir, s'appuya sur la poitrine du bébé et courut. Il a dit que c'était comme avoir une bouteille de glace attachée à votre poitrine. Luz pleurait, à chaque fois qu'elle s'arrêtait de pleurer, il lui répétait « Tu vas vivre mon bébé, tu vas vivre, ne t'inquiète pas, tu vas vivre. » Analia dit que les médecins ont ensuite voulu expliquer l'impossible. Elle a été hospitalisée dans un état grave, avec un respirateur. Le drame n'avait pas encore quitté les frontières du Chaco et à l'hôpital Perando, où il lui avait déjà remis un acte de décès, ils ont voulu me donner un acte de naissance avec de fausses données. Comme si Luz était née un autre jour à une autre heure. Avec le peu de lucidité que j'avais, je leur ai dit que c'était faux et je ne les ai pas reçus. Heureusement, au salon funéraire, ils avaient conservé une copie de l'acte de décès, car à la croisée du drame et de la joie, le père de Luz s'est fait voler la moto où il avait conservé l'original. 8 jours plus tard, Luz a eu son premier arrêt cardiaque. À cause de tout ce qui s'était passé, ils m'ont appelé pour voir comment ils l'ont réanimé. Imaginez devoir voir ça, poursuit-il. À ce moment-là, il y avait déjà des infirmières qui étaient en colère contre moi, car elles avaient toutes été exposées et certaines avaient été changées de secteur. Je suis passé de victime à méchant dans le film. C'est là qu'une tante d'Analia, qui vit à Rosario, a envoyé un email à une chaîne de télévision et a raconté ce qui s'était passé. En quelques jours, la porte de l'hôpital s'est remplie de journalistes et l'histoire de la jeune fille qui avait été donnée pour morte à la naissance a fait la une des journaux. Ils parlaient de l'horreur et de l'apathie, des protocoles, ils se demandaient combien de temps il fallait attendre pour donner quelqu'un pour mort, du miracle. Ils ne savaient toujours pas ce qu'ils avaient appris plus tard, lorsque Luz a survécu à un deuxième arrêt cardiaque et a été transférée à l'hôpital italien de Buenos Aires. Ils nous ont dit que seulement 10% de son cerveau fonctionnait, et qu'une commission médicale avait déterminé qu'ils allaient lui donner des soins palliatifs pour ne plus l'agresser, poursuit sa mère. Ils lui ont parlé de la loi de la mort digne, mais pour elle, qui est évangélique, il lui a semblé inhumain que pour éviter ce qu'on appelle la cruauté thérapeutique, ils aient cessé de la nourrir.
Je vivais au jour le jour avec elle, je ne pensais pas aux conséquences que cela aurait. Je l'ai vue grandir, devenir plus jolie, potelée. J'avais cessé d'avoir des infections. À l'hôpital, alors, ils ont écouté sa demande, ils ont placé un bouton gastrique pour qu'elle puisse se nourrir et ils ont fait une trachéotomie pour qu'elle puisse respirer. Lorsque les médias sont arrivés, le gouvernement du Chaco est apparu, celui de Capitaniche, avant que personne ne soit apparu. Ici les gens disaient qu'ils nous avaient donné une maison mais c'est un mensonge, pendant les 2 mois et demi que nous étions à Buenos Aires, ils ont refait la nôtre pour qu'on puisse faire venir Luz qui était électriquement dépendante. Imaginez ce qu'ils ont fait lors du premier orage, l'électricité a été coupée, l'eau a commencé à entrer dans sa chambre, à travers le sol et à travers les murs. Les électrodépendants suffoquent sans la machine donc, avec la coupure de courant, j'ai dû faire du bouche à l'envers, en suçant avec la bouche pour ne pas suffoquer. Analia était en couple avec le père de tous ses enfants depuis 12 ans mais un mois après que nous soyons rentrés à la maison avec la fille, il est parti. Occupée à essayer de faire avancer Luz, Analia n'a pas traité le problème juridique pendant cette période. Les habitants de Buenos Aires nous ont envoyé des vêtements, les tubes de trachéotomie qu'ils disaient ici n'étaient pas disponibles. Pas ici au Chaco, les gens répétaient qu'est-ce qu'on va t'aider si le gouvernement te donne de l'argent. Ils m'ont donné 2000 pesos par mois du gouvernement et m'ont demandé d'aller leur présenter des reçus d'achat. Ils m'ont demandé d'aller à la mi-décembre avec la terrible chaleur dans cette province, je suis allée avec ma fille en croyant qu'ils allaient nous donner quelque chose et c'était uniquement pour que le gouverneur puisse prendre une photo avec Luz. Alors salut. Cherchant désespérément une amélioration, la mère de Luz a parié de récolter $60 000 pour l'emmener en Chine suivre un traitement aux cellules souches, ce qui est remis en cause par la communauté scientifique, qui prévient que les thérapies proposées n'ont pas d'effet thérapeutique prouvé. Elle a vendu des billets de loterie, diffusé un numéro de compte, alors que Luz avait déjà 1 an et 2 mois, Analia s'est rendue avec elle à Buenos Aires, pour terminer le processus de passeport et collecter des fonds pour le voyage vers les places. À ce moment-là, Analia s'était associée à l'un des médecins du service à domicile qui s'était rendu chez elle pour s'occuper de sa fille. Nous sommes tous partis, lui, moi et mes 5 enfants. Au retour, nous sommes passés par Rosario car ma sœur, qui avait 17 ans et y habitait, venait d'être diagnostiquée d'un cancer. À Rosario, Luz est tombée en panne à la suite d'une infection généralisée. Dans de nombreux médias, ils ont reproché à la mère de l'avoir sortie de la maison sans les précautions nécessaires. Ils ont dit ça mais personne ne savait la guerre que j'avais ici. Ils ont dit qu'ils m'avaient envoyé des cardiologues, des nutritionnistes à domicile et que ce n'était pas vrai. Ils ont dit que j'avais une ambulance ou un avion à ma disposition, mais ce n'était pas vrai non plus. Ils ont mis ça pour la photo, pour la campagne, et j'étais désespérée. Le bébé a été transporté d'urgence à l'hôpital de Rosario. J'ai senti que cette fois je n'allais pas avancer. Ils m'ont dit la lumière s'éteint petit à petit. Je suis allée la voir et je lui ai dit, eh bien mon bébé, si tu veux continuer maman est là, si tu es déjà fatigué et que tu veux partir, vas-y doucement. Après que je lui ai dit cela, la machine a émis des bips, comme dans les films. Luz Milagro est décédée le 23 juin 2013. Je l'ai habillée et je suis sortie avec elle dans mes bras à la morgue. Ils m'ont sauté dessus, comme si j'étais fou de ce que je faisais. Mais pour moi, plus rien n'était fou. Je l'ai tenue dans mes bras toute la veillée, ma tête me disait, et si peut-être qu'elle se réveillait encore ? Après la mort de Luz, Analia, sa mère et son ex-mari ont intenté une action civile, en dommages-intérêts et en dommages-intérêts moraux pour faute professionnelle contre l'État provincial du Chaco et les 2 médecins qui sont intervenus, a expliqué l'avocat d'Infoba à la famille, José Victorino Acuna. Au total, il réclame 15,2 millions de pesos. Cela semble être le scénario d'un film d'horreur, a déclaré l'avocat. Aucune condamnation n'a encore été prononcée. Au drame, s'est ajouté plus tard d'autres drames. La mère d'Analia a reçu un diagnostic de cancer de la gorge, c'est pourquoi elle a perdu ses cordes vocales. Son frère, le jeune homme qui a couru avec Luz de la morgue et a senti qu'il avait une bouteille froide posée sur sa poitrine, a eu un accident de moto, a subi une masse cérébrale détachée et ne se souvient plus de l'épisode. Ma vie n'a plus jamais été la même, déclare Analia, qui vit désormais de la nourriture qu'elle prépare et vend aux gens. Je sais que Luz est venue remplir une mission. Et que dans tout ce qui elle est, il y a toujours un miracle.
Une fois, un garçon m'a dit qu'il avait été si mauvais qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours. Mais quand il a vu à quel point ma fille s'était battue pour vivre, il s'est dit comment ne puis-je pas. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la vie de ce garçon, mais cela me réconforte. Le deuil périnatal, une souffrance parfois taboue. Pour les parents, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Le deuil périnatal caractérise la mort d'un bébé qui survient entre 22 semaines d'aménorrhée 7 jours après la naissance, selon la définition de l'OMS. Souvent, l'ampleur de ce deuil est sous-estimée par l'entourage des parents. Marie-Pierre, coordinatrice pour l'association Agapa, explique que certaines personnes qui ont vécu ce deuil ont du mal à exprimer leur souffrance. Et pour cause, perdre un enfant que l'on n'a jamais vu, dans le cadre d'une fausse couche ou d'une mort fœtale par exemple, peut être une expérience difficile à verbaliser. La mère, qui peut avoir senti la présence du bébé dans son ventre, sait que ce dernier n'a pas d'existence sociale et que son entourage ne comprendra pas forcément sa douleur. Elle peut décider de refouler ses émotions et de taire sa souffrance par peur d'être incomprise. À cela peut s'ajouter une forte culpabilité. En effet, la mère peut s'en vouloir de ne pas avoir réussi à mener à bien sa grossesse et s'infliger une véritable autoflagellation. Pour sortir de ce cercle vicieux, les mères endeuillées doivent pouvoir trouver le soutien des équipes médicales mais aussi de leurs proches. D'où l'importance de sensibiliser tout un chacun quant à la souffrance liée au deuil périnatal. Si vous avez été touché par ces histoires, veuillez partager la vidéo avec votre entourage, et également avec des gens qui pourront trouver ces histoires intéressantes.